Bonjour, il est 12h30, donc je vous propose de commencer cette conférence dédiée à la micro-franchise. Alors je vais tout d'abord me présenter, je suis Mélanie Kessous, je suis journaliste à l'Observatoire de la franchise, www.observatoiredelafranchise.fr pour faire un peu de pub, qui est un site internet qui est chargé de mettre en relation des réseaux de franchise avec des candidats à la franchise. Chaque année, plus de 100 nouveaux réseaux se créent dans le monde de la franchise. De nouveaux franchisés viennent grossir les rangs de la création d'entreprises. Les réseaux ont investi tous les secteurs d'activité, mais finalement, peu proposent une offre de micro-franchise. Alors on verra pourquoi pendant cette conférence. La conférence doit durer une demi-heure, ce qui est assez court. Pour que ce soit convivial, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Et de toute façon, on reviendra à l'issue de la conférence à toutes les questions qui peuvent vous tarauder si vous en avez. Alors à mes côtés pour animer ce débat aujourd'hui, plusieurs intervenants que je vais brièvement présenter, ils se représenteront eux-mêmes mieux que je peux le faire juste après. Marie de Grand-Guillot, vous êtes directrice marketing de l'ADI. L'ADI, un organisme de microcrédit. Vous nous expliquerez plus précisément vos activités dans quelques instants. Yann Désury, vous êtes le directeur du développement de l'enseigne Mikit. Alors Mikit, c'est de la maison prête à finir. Vous allez nous expliquer aussi... C'est de la construction de maisons individuelles. Construction maison individuelle, prête à finir. Et Eric Schneider, vous êtes directeur du développement franchise et international de l'enseigne de service à la personne O2 que vous allez également mieux nous présenter. Et vous êtes venu avec un de vos franchisés, Christian Roloff, qui est micro-franchisé dans le jardinage. Vous allez aussi un peu revenir sur votre parcours. Alors je vais commencer avec vous, Marie de Grand-Guillot, pour une petite présentation un peu plus complète de l'ADI. Qu'est-ce que l'ADI ? Que faites-vous et pourquoi vous êtes-vous intéressé à la micro-franchise ? Très bien. Alors l'ADI, on est une association d'utilité publique. Donc notre vocation, c'est de proposer des solutions de financement pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent créer leur entreprise, soit seuls, soit dans un réseau de franchise, et qui n'ont pas accès au financement bancaire. Donc on fait du microcrédit. En fait, on peut financer maximum 10 000 euros pour un plan de financement qui ne peut pas dépasser 20 000 euros. Donc ça, c'est notre métier cœur. Ensuite, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient nous voir dans nos agences, qui avaient cette envie de créer, mais qui n'avaient pas d'idée ou qui ne voulaient pas le faire seuls. Et du coup, on s'est rendu compte de ça vers 2008-2009. Et de là, on s'est dit, il faudrait être capable en fait de proposer à ces entrepreneurs qui veulent vraiment porter leur activité des modèles d'activité clés en main, comme sur basé sur le même concept que toutes les franchises que vous voyez ici, mais accessible avec moins de 10 000 euros pour se lancer. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, c'est une micro-entreprise et pas un point de vente avec des salariés, quelque chose qui vraiment peut être conséquent. Donc nous, on s'est lancé là-dedans depuis 2009. On a développé un réseau, notamment avec O2, donc je vais laisser, pour pas qu'il y ait de redite, mes amis d'O2 le présenter. On a un réseau aussi de chauffeurs sans voiture. Donc c'est un métier, l'idée c'est de faire circuler les personnes quand elles ont un accident ou une perte de permis, de les conduire dans leur propre véhicule. Et on a en ce moment plusieurs pilotes que nous lançons. Donc il y a un pilote notamment à Lyon. Donc on a deux entrepreneurs qui vont faire du cyclotaxi. On a d'autres projets dans les loisirs créatifs, donc je pourrais vous en parler plus tard. Mais en tout cas, voilà, l'idée de la micro-franchise que nous avons portée, c'était vraiment de se baser sur la puissance de la franchise et de la rendre accessible à des personnes qui n'ont pas les mêmes moyens ou pas l'envie de porter des projets trop importants. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Juste pour présenter un petit peu mieux vos anciennes, Yann Désury, Mikit, un peu plus précisément, c'est quoi ? Et vous en êtes où aujourd'hui dans votre développement, surtout en France ? Alors, Mikit est un réseau de franchise qui existe depuis 30 ans. Nous sommes constructeurs de maisons individuelles avec un concept totalement différenciant qui est le prêt à finir. En fait, on construit la maison en hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire on construit les murs, la toiture, la couverture, les enduits extérieurs, et on livre à notre client un kit qui va lui permettre, un peu à l'image d'un grand meuble Ikea, de terminer la maison lui-même, et le temps qu'il va passer à finir cette maison va lui permettre d'économiser le coût de main-d'œuvre du second œuvre et réaliser donc une économie d'environ 30% sur la construction de sa maison individuelle. Et donc, nous développons en franchise depuis 30 ans. Nous avons 130 franchisés en France, 130 franchisés et micro-franchisés, puisqu'on a développé en fait une offre de micro-franchise depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Alors, c'est un métier un peu technique, mais vous avez malgré tout réussi à développer une offre en micro-franchise. On y reviendra. Eric, je vais vous demander aussi de présenter un petit peu mieux l'enseigne O2, sur quel domaine vous intervenez et quelle est votre clientèle.
Alors O2, à la base, historiquement, ce n'était pas un franchiseur, puisque O2 s'est développé avec des agences spécialisées dans le ménage, la garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées à domicile, donc dans les services à la personne, mais avec des agences qui lui appartiennent. Donc aujourd'hui, nous avons 163 agences dans le réseau, dont 140 nous appartiennent, 9500 salariés, et on vient de dépasser les 100 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, ces 140 agences ne couvrent que 20% des communes de France. Donc ça signifie qu'on a encore 80% du territoire à couvrir. Et on s'est dit que quand on fait une campagne de pub nationale, par exemple, vous avez 40% de vos prospects à qui vous dites « désolé, je ne peux rien pour vous », c'est quand même très frustrant. Donc l'objectif pour nous, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national, continuer à densifier notre réseau existant, mais aussi aller sur des zones où nous ne sommes pas présents. Et c'est la raison pour laquelle on s'est développé sous le format franchise, sur donc les métiers ménage, garde d'enfants, aide aux seniors. Et puis on avait une petite problématique sur le jardinage parce que c'est un métier particulier, ça nécessite des investissements, il y a une saisonnalité, c'est un peu compliqué. On a 17 agences chez nous qui pratiquent le jardinage. Et on s'est dit que c'était le meilleur moyen de développer cette activité, c'était de le faire sous un format de micro-franchise, donc un jardinier qui est indépendant, chef d'entreprise, qui bénéficie de notre savoir-faire, notre marque et notre accompagnement pour faire des prestations de jardinage localement. Et il fait son commerce, son jardinage et ce sont ses clients. Il est indépendant et pour autant il fait partie d'un réseau national. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on est franchiseur et micro-franchiseur. Alors l'objectif de cette conférence, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est que la micro-franchise, ses spécificités par rapport à une franchise classique. Eric, Yann, quelle définition vous donneriez à la micro-franchise ? Alors, ma définition, en tout cas chez Mikit, c'est d'abord un objectif au départ, permettre à des entrepreneurs qui n'ont pas les moyens ou qui ne pourraient pas le faire autrement de se lancer en franchise et dans un domaine qui est celui de la construction de maisons individuelles, donc qui a priori n'est pas d'un accès facile. Et on a trouvé une solution, on a mis en place, on a créé cette solution pour lui permettre de réaliser ce projet. C'est à mettre en comparaison avec ce qu'on a créé il y a 30 ans, donc le prêt à finir. On a quelque part aujourd'hui le prêt à entreprendre pour tout un chacun, avec un niveau d'accès, un droit d'entrée qui va être beaucoup plus raisonnable. Eric, votre définition à vous de la micro-franchise ? Alors pour moi, un franchisé ou un micro-franchisé, c'est la même chose, sauf que le micro-franchisé, il est seul. Donc l'apport de... Alors, la dimension métier est plus simple quand on pratique un seul métier qui est le jardinage. C'est plus simple que de pratiquer 3 métiers qui sont ménage, garde d'enfants et de personnes âgées. Mais en fait, nous, le micro-franchisé, il est seul. Donc c'est la grosse différence. Évidemment, le niveau d'apport n'est pas le même puisqu'on est sur une entreprise de dimension inférieure et les niveaux attendus en chiffre d'affaires ne sont pas les mêmes. Mais fondamentalement, le principe, c'est exactement la même chose. Franchise, micro-franchise, c'est pareil. Le franchiseur transmet une marque, un savoir-faire, un accompagnement. Donc le cadre légal est le même. C'est simplement que nous, ça porte sur une activité qui est différente et sur une zone qui est plus courte. Donc derrière, ça veut dire que les investissements nécessaires pour réaliser cette activité sont moins importants. Alors on va y venir. Quand on a préparé cette conférence, tous les deux, en fait, vous m'avez dit qu'à la base, cette idée vous est venue parce que vous aviez des bons profils, mais qui n'avaient pas forcément assez de moyens pour se lancer. Est-ce que c'était la seule raison pour développer cette offre de micro-franchise ? Alors, oui, ça a été le déclencheur au départ, mais encore fallait-il pouvoir le faire. Et en ce qui nous concerne, en fait, c'est ce qui nous a permis de créer cette offre, c'est la mise en place d'un certain nombre de services transferts au niveau du franchiseur, notamment des centres techniques régionaux, des équipes d'animation plus présentes, qui permettent aujourd'hui à un micro-franchisé de démarrer seul sur un secteur qui va être moins important que celui d'une franchise, avec des moyens moins importants également, et se concentrer uniquement sur le développement commercial et déléguer toute la partie technique, financement, administration des ventes à des services transverses du réseau. Sans ces services transverses, le développement de la micro-franchise serait impossible aujourd'hui. Eric, vous aussi, le manque d'apport, c'était pas la seule raison de se lancer en micro-franchise ? Non, c'est pas la seule raison. C'est aussi que on s'aperçoit. En fait, on est un très gros recruteur. O2 est le 3e recruteur de France. Donc ça veut dire qu'on rencontre énormément de monde. On traite 180 000 CV par an, pour vous donner une petite idée. C'est vraiment énorme.
Et on voit bien, moi j'appelle ça les pépites, vous savez, c'est des gens formidables qui ont une vraie compétence, un vrai savoir-faire, qui ont des envies, et on ne peut pas forcément les satisfaire en tant qu'employeur. Il y a des contraintes, le droit du travail, je vous apprends rien, est assez compliqué en France. Il y a des contraintes, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, moi, si j'ai une intervention, enfin j'ai des contraintes horaires, je ne peux pas travailler en tant qu'employeur, mes salariés, je ne peux pas les faire travailler un certain volume d'heures, il y a des règles à respecter, etc., etc. Pour autant, il y a plein de salariés qui vous disent « mais attendez, moi j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire des belles choses, j'ai envie de me lancer ». Et on s'est dit qu'il y avait des intérêts communs finalement. Moi, j'ai besoin que des clients soient servis de façon professionnelle et qu'on les garde dans le temps pour que ma marque soit représentée. Et on a des personnes, on a des gens qui ont envie de faire ce métier-là et qui le feront bien. Donc finalement, l'intérêt des deux est satisfait. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnes qui ont ce savoir-faire, qui ont cette envie. Ils ne se lanceraient pas forcément tout seuls parce que c'est pas forcément rassurant de créer une entreprise en se disant « faut que je maîtrise tout, faire du commerce, comment je fais pour faire du commerce? Est-ce que je fais un tract? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je fais de la boîte aux lettres ?» Nous, on sait le faire, on le pratique tous les jours. Donc toute cette dimension qui peut faire un peu peur au démarrage dans la création d'entreprise, nous, on le maîtrise finalement. Donc les intérêts de la marque sont satisfaits et les intérêts des individus sont satisfaits. Et je trouve que ça répond complètement au principe de franchise. Moi, franchiseur, je suis rémunéré sur un pourcentage du résultat de mes franchisés. Donc s'ils gagnent de l'argent, je vais en gagner. C'est gagnant-gagnant finalement. Donc le principe est là, mais c'est très clair. C'est très clair, c'est que le but, c'est que chacun trouve son compte, que ces personnes puissent créer leur entreprise. Elles n'ont pas un patron qui leur dise ce qu'il faut qu'elles fassent chaque jour. Moi, je leur donne des méthodes, des outils, je les forme, je les anime, je les suis, mais ils sont autonomes, ils sont chefs d'entreprise. Et ça a été rendu possible par ce modèle. Et finalement, je trouve à date que tout le monde a trouvé son compte. Et c'est ça qui fait que c'est un modèle qui fonctionne. Christian Roloff, vous êtes franchisé. Est-ce que vous avez trouvé votre compte avec cette offre de micro-franchise? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Qu'avez-vous fait avant de rejoindre O2 et pourquoi êtes-vous devenu micro-franchisé? Parce que j'avais envie à un moment de faire autre chose. J'ai travaillé dans la location de voitures pendant 14 ans, où j'ai évolué au sein de cette entreprise, puisque c'était à Visle, location de voitures. Après, j'ai fait d'autres choix, puisque après, je suis parti dans le transfert d'entreprise. Donc, c'est prendre une entreprise d'un point A et la transférer à un point B. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai souhaité faire autre chose. Donc, j'ai négocié un accord transactionnel et puis je me suis posé pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et puis, un jour, j'ai reçu une information de Pôle emploi où il y avait une information comme quoi O2 recherchait des micro-franchisés en jardinage avec un accompagnement ADI. Ça m'a quelque part intéressé, interloqué même. Et j'ai rencontré O2. J'ai trouvé des gens qui étaient à l'écoute, qui étaient disponibles, qui m'ont rien caché. Et j'ai dit banco. Donc j'ai créé mon entreprise le 1er janvier 2013 avec l'accompagnement de l'ADI. Et j'ai commencé à travailler réellement à partir du 1er mars 2013. Donc j'ai aujourd'hui 1 an d'activité derrière moi. Alors on reviendra un peu plus tard sur votre activité et ses résultats. Yann, Eric, quel est le profil de vos micro-franchisés et ce qui diffère de vos franchisés classiques? Alors, la différence, on reparle de l'investissement, mais ça change tout. Parce que de toute façon, moi, un franchisé qui veut ouvrir une agence de service à la personne, il y a nécessairement un apport. Et il a vocation à gérer et donc diriger du personnel. C'est pas le même métier. Moi, un franchisé, je dis traditionnel, c'est pas lui qui fait les interventions à domicile. Il va recruter des personnes qui vont faire ce travail-là. Donc c'est pas le même métier finalement. Il y en a un qui est chef d'entreprise avec des équipes, etc., etc. Et il y en a un autre qui travaille pour lui. Finalement, il est à son compte. C'est un artisan finalement. Il fait l'ensemble des choses lui-même. Donc c'est pas la même vocation finalement au départ. C'est ça la grosse différence. Et ça veut dire que les compétences métiers sur l'activité jardinage, elles sont importantes. Par contre, un franchisé, il n'a pas nécessité d'avoir une compétence technique parfaite sur tous les métiers qu'on pratique. Ça veut dire que vos franchisés en micro-jardinage doivent quand même extrêmement bien s'y connaître et être intéressés par le jardinage à la base. Je dissocie toujours aptitude et compétences. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que quelqu'un qui avait vraiment envie d'apprendre le chinois pouvait l'apprendre.
Il y a des personnes qui sont diplômées dans ce métier. Il y a pas mal de diplômes qui existent en jardinage. Mais quelqu'un qui a travaillé toute sa vie en horticulture à la taille des pêchers n'a aucune idée de comment on fait pour entretenir un jardin chez un particulier. Donc un diplôme, ce n'est pas forcément une compétence. Et ce qui compte le plus pour nous, c'est la motivation, l'aptitude. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment envie de faire ce métier, qui a vocation à faire ce métier-là. Voilà. Si ça lui parle vraiment, c'est ça qui compte pour moi. Parce que si je le mets en tutorat, en suivi, etc., il va l'apprendre, le métier. Oui, c'est comme beaucoup de choses, quand vous faites les choses par plaisir, par envie, vous les faites bien. Voilà. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on ait une capacité à satisfaire nos clients. C'est ce qui, pour moi, compte le plus. Donc la capacité technique, elle est mieux, mais elle n'est pas indispensable. Je prête plus attention à l'écoute attentive de mon client qu'à la capacité technique. Voilà. Parce que la capacité technique, on peut l'acquérir. Yann, le profil de vos franchisés, vous m'avez dit que c'était peut-être des gens un peu plus jeunes. Oui, voilà. Alors, au-delà du profil financier, effectivement, on se rend compte avec un peu de recul maintenant, puisque ça fait 1 an et demi qu'on développe la micro-franchise, que nos candidats à la micro-franchise sont un peu plus jeunes. On a comme on le disait tout à l'heure, la micro-franchise, c'est une franchise homme seul. Et on a des gens d'une trentaine d'années qui ont déjà un parcours en entreprise, qui pourraient avoir éventuellement les moyens financiers de se lancer en franchise, mais qui ont envie de pratiquer seul et de se développer dans un premier temps seul et de ne pas avoir à gérer, à manager une équipe. Et ils vont acquérir cette compétence managériale par l'exemple, par la réussite qu'ils vont développer eux tout seuls sur leur secteur pour ensuite basculer en franchise. Alors on a parlé d'investissement, mais on n'a pas été très concret jusqu'à présent. On l'a compris, la micro-franchise, c'est un territoire restreint, c'est quelqu'un qui travaille seul et qui investit moins. Christian, combien ça vous a coûté de vous lancer en micro-franchise ? Environ 11 000 € hors taxe. C'est la moyenne En général, oui, c'est un petit peu plus que ce qu'on constate. En général, on est en dessous de 10 000 €. Et après, il y a des choix d'investissement ou de location. Typiquement, sur le matériel, pour faire du jardinage, il faut une camionnette, une remorque, une tondeuse, du matériel, etc. etc. Donc, soit notre candidat souhaite investir, il a les moyens, il peut le faire, ce n'est pas un souci. Soit on lui propose de louer ce matériel. Donc, nous, on a mis en place une formule de location de ce matériel-là. Donc, ils choisissent librement en fonction de leur capacité financière et de leur choix personnel. Et ça peut permettre de réduire le montant de l'investissement, en fait. Donc il y a globalement, pour faire très simple, il y a une partie droit d'entrée formation au départ. Je veux bien que vous détailliez, c'est important. Voilà, donc il y a un droit d'entrée qui est entre 1 500 et 3 000 € en fonction du fait qu'il soit accompagné ou pas par l'ADI. Ensuite, il y a du matériel thermique, donc tondeuse, taille et coupe-fil, etc. C'est de l'ordre de 3 500 € avec la remorque. Et ensuite, il y a le véhicule. Et on prévoit aussi un peu de trésorerie parce que il faut toujours faire un business plan au pire. Donc on essaie toujours de prévoir de la trésorerie pour couvrir les premiers mois ou les pics ou les creux d'activité et faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation délicate au bout d'un certain temps. Et donc l'ensemble, en général, tourne autour de 10 000 €. Est-ce qu'on peut parler rémunération avant de passer à ce qui se passe chez Mikit ? Combien ça gagne un micro-franchisé chez vous ? Christian, vous pouvez peut-être éventuellement répondre. Au bout de 12 mois pratiquement d'activité, aujourd'hui, je gagne net 1 500 € par mois. Alors, ce qu'on constate sur l'activité, c'est qu'en fait, on a une particularité sur le jardinage, c'est que c'est sous le cadre de la mutuelle sociale agricole. Donc, ça veut dire que la première année, on a un taux de charge qui est faible. Ça veut dire que nous, dans cette activité-là, la première année, vu que le taux de charge sociale est faible, on peut sortir une rémunération de cet ordre-là. Nous, on est entre 1 500 et 1 700 au bout de quelques mois, net. Et en fait, étant donné qu'on vend de l'abonnement, c'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est d'avoir un client toute l'année en jardinage. Ce n'est pas juste de venir une fois et puis on ne reviendra plus. Donc, étant donné qu'on a acquis des clients abonnés, le micro-franchisé chez nous et son objectif, et c'est là où on en est aujourd'hui chez Christian, c'est que les clients abonnés, ils vont augmenter en fait. Et donc, on a une augmentation du chiffre d'affaires dans la durée qui permet d'entrevoir une évolution de rémunération ensuite. Alors, chez Mikit, ça coûte combien et ça rapporte combien la micro-franchise ? Alors, c'est un budget global de 30 000 € avec 4 000 € de droit d'entrée, un droit de formation d'intégration de 4 200 €, un pack de lancement
En fait, on programme pour le micro-franchisé une action de communication de marketing local sur une période de 8 mois avec un centre d'appel, etc. Ça, c'est un coût de 4 800 €. Je parle toujours en taxes. Et le reste, c'est le besoin en fonds de roulement, donc la trésorerie, la communication vraiment locale, les déplacements, la location d'un véhicule, etc. Donc un budget global de 30 000 € et un niveau de rémunération après 2 ans qui va se situer entre 40 et 80 000 € par an. Alors, on reste dans le cadre de la franchise. Donc, vos enseignes fournissent un accompagnement, une formation, une aide au démarrage, une animation, une assistance. Est-ce qu'on peut parler de tout ça ? Peut-être en commençant avec Christian, comment vous a accompagné O2 dans la mise en place de votre entreprise et comment l'enseigne continue à vous aider aujourd'hui ? Alors, au départ, comme l'expliquait Eric, il y a une formation, donc interne, bien sûr, qui dure 3 jours, où on apprend un peu toutes les méthodes O2. La méthode commerciale, le marketing et l'appui surtout d'un logiciel qui nous permet de traiter à distance toutes les demandes par l'intermédiaire d'un call center, entre autres, de rédiger tous les contrats et d'avoir tout un historique par la suite. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est pour nous, c'est un outil de travail dont on se sert au quotidien et que l'on exploite au maximum. Ensuite, lors de l'implantation, j'ai eu quelques conseils, si vous voulez, mais c'était surtout, dans un premier temps, c'était surtout d'aller chercher le client dans tout mon secteur géographique. Et donc, c'est là où j'ai travaillé le plus. Donc, O2 m'a effectivement donné plein de conseils. L'accompagnement, c'est quasiment le même que pour la franchise classique. Comment vous l'avez modélisé, cet accompagnement pour les micro-franchisés ? Oui, il est assez proche. En fait, on a un parcours de formation-intégration qui va se faire sur 6 semaines, au lieu de 12 semaines pour un franchisé. Et on démarre en fait par tout un ensemble de modules d'e-learning qui permettent d'acquérir, avant d'arriver en formation présentielle au siège qui se situe à Louvciennes, l'ensemble des connaissances. Après, il y a une partie présentielle donc, qui se déroule au siège de Mikit à Louvciennes dans le 78, où là, on va commencer à développer les compétences et on va permettre à notre micro-franchisé d'aller en immersion dans une agence du réseau pendant une période de 4 semaines avant de se lancer directement avec l'accompagnement d'un animateur commercial et également d'un animateur technique et d'un animateur en financement pour son démarrage. Peut-être juste pour compléter, effectivement, je pense que l'accompagnement des franchiseurs, quel que soit le projet dans lequel vous vous lancez, est vraiment un élément essentiel pour sécuriser le démarrage, puisque c'est aussi là où va se transférer tout le savoir-faire, toutes les méthodes de travail. Dans le cadre des projets de micro-franchise qu'on monte avec des partenaires, nous, on est aussi, l'ADI a aussi une offre d'accompagnement à la création d'entreprise qui vient compléter en fait le côté métier, savoir-faire, démarche commerciale qui va être propre à la marque et vraiment au métier que vous allez dérouler, qui va donc en fait être quelque chose de sur mesure par rapport à vos besoins. Donc l'ADI en fait, d'ailleurs, quel que soit le réseau que vous rejoignez, et même si vous ne rejoignez pas de réseau en tant qu'entrepreneur indépendant, elle a cette offre d'accompagnement. Ça peut aussi bien être de l'aide au montage d'un prévisionnel que du choix d'un statut juridique. C'est vraiment une offre d'accompagnement qui a pour objectif de vous simplifier, en fait, et de simplifier la tâche et de vous aider à vous poser les bonnes questions pour anticiper les problèmes et va les découvrir a posteriori. De la même manière, nous, ce qu'on est en train de mettre en place avec le réseau qui grandit, c'est une notion d'agent de développement. C'est-à-dire que certains micro-franchisés qui ont réussi, ils ont vocation chez nous à devenir aussi parrain, je dirais, officiel sur un périmètre local. La difficulté, en fait, pour un franchiseur, en tout cas pour nous, c'est la distance géographique. C'est de pouvoir être présent, être au plus proche de nos franchisés pour les accompagner. C'est-à-dire que le savoir-faire, on le détient, leur donner des conseils, on sait faire. Mais par téléphone, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Il y a des fois, on a besoin d'aller les voir. Et quand on est un peu partout en national, c'est compliqué. Donc on est en train de mettre en place des relais régionaux. En fait, c'est simple. C'est le micro-franchisé qui a réussi, il va transmettre la bonne parole, il va pouvoir animer sur le terrain. Et donc ça, c'est en train de se mettre en place. C'est la construction du réseau, j'allais dire. Mais je suis entièrement d'accord sur l'accompagnement. C'est aussi important que la formation initiale parce que
C'est pas parce qu'on a appris un truc une fois un jour que derrière on sait le pratiquer, le mettre en place et les choses elles changent dans le temps. Et surtout quand on est seul dans son coin. Donc l'avantage d'un réseau aussi, c'est de ne pas être seul dans son coin précisément. Et nous, on stimule aussi les échanges entre franchisés pour qu'ils puissent partager les bonnes pratiques. On a fait un blog, on essaie de faire des conférences téléphoniques, on a fait une convention annuelle, on fait des choses comme ça pour que tous ceux qui font le même métier sur leur secteur puissent partager les bonnes pratiques. Tiens, j'ai fait un truc nouveau. Et puis finalement, ça nous sert aussi. Hein. On a des bonnes pratiques locales auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas pratiqué jusque-là. Ben ça, on va le diffuser à tout le monde. Et c'est aussi l'intérêt de la chose, c'est de faire partie de ce réseau où on peut échanger, où on peut partager les bonnes pratiques. Et c'est vraiment important pour quelqu'un qui travaille seul, je pense. Alors, vous avez parlé d'évolution de micro-franchisés qui réussissent et qui deviennent agents de développement. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives d'évolution pour ces franchisés ? Est-ce qu'un micro-franchisé peut devenir multi-micro-franchisé ? Est-ce qu'il y a un pont qui peut se faire entre la micro-franchise et la franchise ? Quels sont les objectifs un peu pour chacun ? Et je sais, Christian, vous m'avez dit en préparant cette interview, moi j'ai choisi la franchise parce que je voulais être tout seul, la micro-franchise parce que je voulais être tout seul et je ne voulais pas gérer de salariés. Et votre activité marche tellement bien que ça ne va pas être le cas. Oui, je vais donc au bout d'un an d'activité, l'évolution du prévisionnel de cette année va être le double. Je vais doubler certainement mon chiffre d'affaires. D'autre part, je souhaite m'agrandir puisque j'ai cette possibilité. En même temps, de faire le relais d'O2, c'est très, très important parce que nous, on a la praticité. On a le vécu et donc cette transmission auprès d'autres futurs franchisés qui veulent se lancer, c'est très important aussi pour nous. Donc aujourd'hui, moi je vais m'agrandir. Dans les semaines qui viennent, je vais reprendre un second secteur géographique et puis certainement l'année prochaine un troisième ou avant, enfin de façon à développer l'image dans le jardinage d'O2 et au niveau national, bien sûr, de la marque O2. Donc c'est ça l'idée en fait. Hein. Alors nos franchisés jardinage n'ont pas forcément vocation à pratiquer les autres métiers parce que ça ne leur parle pas nécessairement. Par contre, effectivement, contribuer activement à la construction du réseau et à son animation, on est complètement favorable parce que c'est très juste. Hein, qui mieux que quelqu'un qui pratique un métier au quotidien peut vous en parler ? C'est vraiment fort et prégnant chez nous. Et si ils souhaitent, parce qu'ils réussissent à avoir 1, 2, 3, X unités, oui, tant mieux. Moi, c'est dans mon intérêt, bien sûr, puisqu'on est content. Plus il fera de chiffre d'affaires, plus moi je serai satisfait, plus il y aura de clients satisfaits. C'est une spirale vertueuse. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le service à la personne permet de créer de l'emploi. Si tout se passe bien, moi, je pense que je vais créer 4 emplois cette année. Donc 4 emplois plus le mien, ça en fait 5, c'est quand même, je trouve, pas mal. Et si tout le monde peut faire pareil, ça fait moins de chercheurs d'emploi. Donc ça, c'est vachement important. Chez Mikit, il existe des ponts entre la micro-franchise et la franchise. Tout à fait. Le micro-franchisé peut devenir franchisé, c'est-à-dire qu'il va travailler, il va développer un secteur plus important, recruter une équipe, des collaborateurs, et de franchisé, il peut évoluer vers multi-franchisé. Voilà, donc il y a une vraie progression de carrière envisageable. Alors malgré tout, il y a quand même peu de réseaux. Hein. Là, sur le salon, il y en a... À part vous, je ne vois pas qui pratique une offre de micro-franchise. Marie, pourquoi, à votre avis, ça reste peu développé ? Et vous, quels sont vos projets avec la micro-franchise ? Je pense que c'est peu développé parce que c'est compliqué de développer un réseau de micro-franchise. En tant que franchiseur, je pense qu'il faut avoir une vraie maturité, avoir compris comment fonctionnait la franchise pour se dire j'y arrive à faire vivre la même idée géniale de se dire en se mettant à plusieurs indépendants, on va réussir à faire croître une activité et à tous créer ce cercle vertueux qu'est la franchise. En version micro-franchise, ça veut dire des revenus plus petits, mais qui permettent de faire vivre une personne. Et donc, si on prend des petites redevances sur ces petits revenus, avant de couvrir les coûts qui sont générés par la tête de réseau, il faut beaucoup de franchisés. Donc, c'est une mécanique, en fait, qui est subtile et fine. Et pour une tête de réseau, il faut être quand même mûr pour se dire, OK, il faut que, voilà les 4 services essentiels pour réussir mon activité. Voilà comment je vais les transmettre. Voilà combien ça va me coûter en tant que franchiseur. Et voilà comment le franchisé va pouvoir générer de l'activité suffisante pour me rémunérer pour ces services. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça. Néanmoins, on voit quand même de plus en plus de réseaux de micro-franchises émerger à un niveau plutôt régional.
je dirais pas sur des gros réseaux comme là, présents au salon, mais c'est plutôt des réseaux de taille moyenne. Et là-dedans, il y a comme dans tout, comme dans la franchise, un peu de tout. Donc il y a des réseaux qui bricolent, et puis il y a des réseaux qui font les choses bien, qui font les choses par étapes. Donc quand on se renseigne sur un réseau, en tout cas, faites bien attention à comment sont fait les choses, comment est conçu le projet. Nous, à l'ADI, on a pour ambition de créer 5000 emplois d'ici 10 ans. Donc on est vraiment dans une logique de développer d'autres réseaux que celui qu'on développe avec O2. Donc donc déjà avec O2, aujourd'hui on est sur le jardinage, mais il y aura une offre de petit bricolage. Ça sera, je te laisse en parler. Ensuite, nous, on a d'autres métiers. Donc on a le métier de chauffeur sans voiture, c'est ce que je disais. Donc l'idée, c'est de conduire les gens dans leur propre véhicule. À un moment, ils ne veulent pas le faire. Donc vous êtes dirigeant d'une PME, vous allez à Reims, par exemple, vous ne voulez pas perdre ce temps de travail, vous prenez un chauffeur de ce réseau, ça s'appelle Chauffeur & Go. On a d'autres réseaux qui sont donc vraiment au niveau lancement. Donc on a ce réseau de cyclotaxi avec Cyclopolitain. L'objectif, c'est d'être donc un chauffeur de taxi sur un triporteur avec assistance électrique. Vous faites du transport de personnes, vous faites aussi de la livraison de petits colis et vous avez de l'affichage publicitaire sur votre vélo. Donc vous avez 3 sources de revenus. On a aussi un réseau de vente de produits de loisirs créatifs et d'animation de l'atelier, donc de la peinture, je suis pas très forte en tout ça, mais des colliers de perles. Il y a énormément de produits. Et ça, c'est une version mobile, donc c'est une version dans une petite camionnette. Au lieu de devoir acheter un pas de porte et un magasin, vous pouvez le faire en version mobile. On le lance dans la région de La Rochelle. On a d'autres projets qui sont plus à l'étude, donc qui pourraient être autour du métier de repassage et de couture, un autre projet autour d'un métier de restauration ambulante. Donc, pour les gens qui sont intéressés en fait à créer une micro-entreprise, mais qui veulent le faire au sein d'un réseau pour bénéficier de tous les services dont on vient de parler, soyez en veille parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Soyez aussi attentifs, donc n'hésitez pas à demander conseil pour choisir les bons réseaux, mais soyez en veille parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de projets qui vont émerger dans les prochains mois et dans les prochaines années sur ce format-là. Yann, quels sont vos objectifs de développement avec la micro-franchise ? Alors, cette année, on s'est fixé un objectif en franchise et micro-franchise de 25 nouvelles implantations. On n'a pas voulu scinder les choses. Pour nous, le micro-franchisé ou le franchisé, c'est un homme qui a un projet d'entreprise et qui va, avec nous, développer l'enseigne Mikit. Donc, on n'a pas scindé les choses, mais on serait sur une tendance cette année, 30% de micro-franchise et 70% de franchise, alors que l'an dernier, on était à 90-10, 10% de micro, 90% de franchise. Donc, voilà, ça permet à des entrepreneurs de se lancer, de construire des maisons, de créer des emplois, parce que aussi à chaque fois on a l'avantage d'avoir un métier qui n'est pas délocalisable, donc à chaque fois qu'on construit une maison, on crée de l'emploi au niveau local, et c'est ça le plus important en fait. Eric, vous voyez la micro-franchise un peu comme un chemin, une passerelle entre le salariat et l'entrepreneuriat, et vous avez des gros objectifs de croissance avec ça? Nous, on a identifié 2500 zones disponibles en jardinage sur la France. Donc, envisager d'en avoir 1000 à un moment donné, c'est pas déraisonnable. C'est pas déraisonnable. Donc, le potentiel à terme pour le réseau, on pense que c'est à peu près 1 millier d'unités. Alors, ça va pas se faire tout de suite, mais aujourd'hui, on a 400 candidats par mois environ. Donc, mais pour autant, on n'en transforme pas autant que ça. On souhaite en ouvrir à peu près entre 30 et 40 cette année. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un niveau de filtrage. C'est-à-dire que nous, on conseille nos candidats et si on pense que ce n'est pas le bon moment pour eux ou que ce n'est pas forcément le bon métier pour eux, on préfère leur dire non. Donc si on a un doute, c'est vraiment un échange. Avant d'ouvrir, il faut qu'on soit entièrement d'accord l'un et l'autre sur ce qu'on va faire ensemble. S'il y a besoin qu'il passe du temps avec un de nos jardiniers ou un de nos franchisés, on le fait très volontiers. L'idée, c'est de se dire, voilà, si vous lancez votre entreprise, il faut que toutes les chances de réussite soient réunies. C'est dans l'intérêt de tous. Mais le potentiel est énorme. Oui. On peut faire 1000 micro-franchises en jardinage en France sans trop de difficultés, je pense. Et quid alors de ce projet d'offre de micro-franchise en bricolage? Oui. Alors, en fait, en tant que leader dans les services à la personne, on a énormément de prospects qui font appel à nos services, évidemment. Et il y en a beaucoup qui nous disent « Oui, mais j'ai plein d'autres choses à faire, est-ce que vous pouvez le faire ?» Et on s'est toujours dit jusque-là qu'on doit être multispécialiste. C'est très tentant de se dire « Je vais faire d'autres métiers ».
mais on s'est aperçu, notamment avec le jardinage, que c'est un vrai métier, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc à chaque fois qu'on lance une activité, on se dit, si on le fait, c'est pour le faire bien, de façon professionnelle et répondre à des niveaux d'exigence élevés. Voilà. Donc c'est toujours notre principe. Et depuis longtemps, donc l'activité qui était la plus demandée, c'était le jardinage, et c'est la raison pour laquelle on l'a développé dans la suite. C'est qu'on a beaucoup de clients, notamment des personnes âgées qui sont à leur domicile, qui sont en perte d'autonomie, qui nous disent, bah oui, mais j'ai besoin d'un coup de main pour le jardin, en fait. Et c'est pour ça que naturellement, aujourd'hui, sans avoir lancé l'activité, on avait déjà de la demande. Et l'activité suivante en volume, c'est le petit bricolage. Alors, le petit bricolage, c'est quoi? C'est, j'ai une cloche de porte qui est cassée, je ne sais pas comment faire. J'ai un robinet à changer, les plombiers ne viennent pas. Quand ils viennent, alors j'ai rien contre les plombiers eux-mêmes, mais je sais bien que ce qui les intéresse, c'est d'avoir un gros chantier et pas forcément le petit chantier du robinet à changer. Donc, ils vont peut-être faire un devis à 300 €, ça va vous décourager. Et pour autant, on est tous confrontés à ces petits problèmes quotidiens. En fait, pourquoi on s'appelle O2? C'est parce que c'est l'oxygène du quotidien. Et l'idée, c'est de dire on va faciliter la vie de nos clients tous les jours. Et cette offre de jardinage, elle est complètement complémentaire à nos offres principales. Et l'offre suivante, c'est une offre de petit bricolage. Voilà, c'est ça. On n'est pas artisan, on va pas rénover un appartement au complet. Mais par contre, on peut répondre à toute cette petite demande du quotidien qui n'intéressent pas les artisans parce que c'est des petits chantiers finalement, mais qui rendent drôlement service au quotidien. Donc ça fait 9 mois qu'on a lancé en interne chez nous. On a des équipes, on a 5 bricoleurs sur 2 sites. On est en train de mettre au point le concept. Et dès qu'il sera prêt, qu'on sera bien calé sur les méthodes de commerce, comment est-ce qu'on fait les interventions, comment est-ce qu'on facture, le système d'information, etc., on compte bien le lancer toujours avec l'ADI, sur le même principe. Ce serait le même principe que ce qu'on a fait en jardinage, sur du petit bricolage. Voilà, donc ça c'est en cours d'année, on viendra vous reparler de ça. Alors, on a dépassé un petit peu le temps qui nous est imparti. Alors, juste peut-être un mot de conclusion, en commençant par vous, Christian. Si vous aviez un conseil à donner à un futur micro-franchisé? Conseil, je ne sais pas, mais je considère O2 aujourd'hui comme un franchiseur, bien sûr. Mais avant tout, je pense que c'est un partenaire aujourd'hui pour moi. C'est eux qui me donnent toute cette dynamique, justement, en créant des futurs métiers qui n'existent pas vraiment aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est l'emploi de demain, je pense, la micro-franchise. Je rebondis complètement. Notre vue des choses, c'est ça. C'est qu'il y a effectivement, on a presque 10 000 salariés, donc forcément, on est un gros employeur, avec l'avantage et l'inconvénient pour tous. Ce sont des salariés qui, chez nous, sont en CDI, donc ils ont une sécurité de l'emploi, etc., etc. Ma conviction, c'est qu'il y aura de plus en plus la possibilité pour ceux qui en ont l'envie, la compétence, de se lancer dans un cadre qui leur permet de réduire leurs risques. Et je trouve que c'est un très beau modèle à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est une vraie belle opportunité et c'est pour ça que je pense que ça a de l'avenir. Vous êtes situé sur le stand? Nous sommes sur le C28. Voilà, 6 questions, C28. À côté Yann. du stand Mikit. Voilà, on est voisins. Voilà. Mikit et nous, on est voisins. On se tourne, on se fait dos, alors on se voit de temps en temps dans la journée, mais on est dans le même coin, c'est au bout de l'allée. Alors, un conseil, vous êtes ici au salon de la franchise, c'est le salon où on se dit tout, c'est ça? On essaye. Voilà. Le choix du partenaire, je parle bien de partenaire, il doit se faire vraiment en toute transparence. Donc, il faut poser toutes les questions que vous avez à poser. L'entrepreneuriat, c'est un projet fabuleux qui mérite vraiment d'être tenté. Et le fait de le faire en franchise, ça vous permet d'être indépendant, de développer votre esprit d'entrepreneur, mais surtout de ne pas être isolé. Et ça, c'est important, surtout en micro-franchise, où, comme on l'a expliqué, c'est une franchise homme seul. Mais vous avez tout un réseau autour de vous, vos confrères micro-franchisés, franchisés, et un réseau à votre service. Ça va un peu reprendre ce qui vient d'être dit. Je pense que la micro-franchise, c'est une vraie belle alternative pour tous ceux qui ont cette soif d'entreprendre, d'être indépendant, tout en faisant partie d'un réseau. Et ça, c'est la puissance de la franchise en général. La micro-franchise, ça vous permet de le faire avec des moyens qui sont plus petits. Donc pour ceux qui n'ont pas l'ambition d'avoir 10 salariés tout de suite, c'est vraiment un moyen de se lancer, mettre une première étape, un premier pied dans l'entrepreneuriat en étant encadré. Donc je pense que c'est une vraie belle opportunité. Des moyens plus petits, mais tous les moyens d'un groupe autour de vous, quoi. Vous êtes dans un groupe.
Si les gens veulent plus de renseignements sur l'ADI, où est-ce qu'ils peuvent les L'ADI, on trouver? est juste derrière ce mur, c'est zéro. Donc, que ce soit sur nos offres de micro-franchise ou sur l'offre de financement et d'accompagnement de l'ADI, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, nous avons essayé d'être assez complets sur ce sujet. Peut-être qu'on ne l'a pas été assez. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Merci. Bonjour. Je voulais revenir sur un petit point qui concernait les revenus et revenir sur ce que monsieur disait sur ses revenus à hauteur de 1 500 € net par mois à peu près aujourd'hui au bout d'un an d'activité. La première question, c'est pour ces revenus-là, quelle est votre charge de travail? Et la deuxième question, c'est pour jusqu'à quelle mesure vous pouvez augmenter votre charge de travail et augmenter votre revenu en restant seul? À partir de quand vous serez amené, vous allez être obligé d'employer une personne et à terme, vous désiriez embaucher 4 personnes pour arriver à quel montant de chiffre d'affaires et quel montant de revenus personnels pour vous? Alors moi, j'ai pas de grande ambition pour l'instant au niveau de mes revenus. J'ai choisi de gagner cette somme. Hein. J'ai gagné beaucoup plus avant. C'est un choix personnel. Aujourd'hui, je gagne 1 500 €. Et j'ai commencé à pouvoir me rémunérer à partir du 4e mois. Pour répondre aujourd'hui, ma moyenne mensuelle d'heures facturées est de 100 heures. En sachant qu'un micro-franchisé jardinage, bien sûr je parle que pour le jardinage, on peut augmenter de 35 heures par mois. Au-delà, ça devient plus supportable. Et là, effectivement, il faut basculer, il faut prendre quelqu'un avec vous, soit sous forme d'apprentissage, soit un salarié normal. Je ne me rappelle plus de votre troisième question. Donc vous pouvez passer de à peu près 100 heures à 130 heures, donc travailler 30% de plus, Oui. Travailler 30% de plus pour avoir un revenu 30% supérieur. Donc vous pouvez seul arriver à Oui, absolument. 1005 plus 30%. Tout à fait. D'accord. Monsieur O2. Non, mais c'est juste pour vous donner le modèle économique, et je peux être transparent, si vous voulez, on peut s'en parler dans le détail, mais 100 heures, ça fait 3 800 € de chiffre d'affaires à peu près, 3 800, 4 000. Donc 4 000 € de chiffre d'affaires, et là-dessus, vous retirez les charges. Et, voilà. Et le reste, on parle de revenus nets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est en France, et quand vous versez un revenu, vous payez des charges sociales, patronales, plus l'impôt. Donc en dispo... Non, mais c'est un vrai sujet, hein, mais... Ça veut dire que pour avoir 1 500 € net, ça veut dire qu'il faut le double. C'est-à-dire que l'activité dégage le double en disponible pour se rémunérer, et là-dessus, il reste que 1 500 net. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous avez d'autres moyens de vous rémunérer que du salaire en tant que chef d'entreprise, et que c'est un choix personnel qui ne me regarde pas moi en tant que franchiseur, mais que dans le modèle économique, même s'il y a 3 000 € disponibles pour se rémunérer, il reste que 1 500 € net parce que c'est du salaire. Voilà, c'est juste le petit point que je voulais éclairer, qui est peut-être clair dans votre esprit, mais pas celui de tous. Okay. Et mes dernières questions, c'était sur l'évolution potentielle de votre activité pour arriver à 4 embauchés. Et par exemple, pour 4 embauchés, vous visez combien de chiffre d'affaires et combien de revenus à peu près? Alors, ça ne se passe pas tout à fait, du moins, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai déjà quelqu'un qui va pouvoir se mettre en place sur un autre secteur géographique. Moi, j'ai l'expérience, puisque j'ai une antériorité de 12 mois. Donc, je sais qu'un homme seul, sur un secteur, peut se rémunérer et peut avoir un chiffre d'affaires de X euros. Pourquoi en sachant que plus on va multiplier le nombre d'implantations, plus on va être connu, plus l'image va être diffusée, et automatiquement on va générer une personne en plus, donc 3. Et la 4e, c'est parce que d'ici la fin de l'année, on va réinvestir dans un autre secteur, donc supplémentaire, donc pour avoir une forme de couronne si vous voulez, ce qui va m'obliger à prendre quelqu'un en plus. Et cette dynamique va forcément générer une autre personne en plus. Donc je dis 4, je suis dans la partie basse. À terme, d'ici 3 ans, j'ai prévu 9 personnes dans la structure de l'entreprise. C'est ce qu'il ne voulait pas, mais... Quelque part, oui. C'était pas mon objectif, mais effectivement, je me suis pris au jeu. Au départ, c'était juste pour avoir une vie sympathique, au grand air, rencontrer des clients particuliers, parce que nous ne travaillons qu'avec des particuliers, bien entendu. Et je trouvais ça plutôt agréable. Aujourd'hui, il y a
il y a quelque chose qui reprend un peu le dessus. Il y a une fibre qui repart et c'est très intéressant, mais je continuerai sur le terrain. Je n'abandonnerai jamais le terrain. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous en avez d'autres? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question concernant les services à la personne et surtout pour le bricolage ou le jardinage, puisqu'il y a quand même des vraies réflexions d'orienter plutôt les aides de services à la personne plutôt sur la personne, hein, et notamment au niveau des soins, et de moins en moins sur ce que j'appelle les activités un peu satellites, type jardinage et bricolage. Ce qui veut dire que le modèle économique que vous proposez est très très lié en fait à la continuité et à la pérennité de certaines aides. Donc, est-ce que vous incorporez ça, je dirais, dès le démarrage, parce que je voudrais savoir dans le nombre de personnes de vos clients, de monsieur là pour le jardinage, combien de vos clients, enfin le pourcentage, déduisent ça au niveau des services à la personne. 100%. Non, mais de fait, étant donné que l'activité est régulée, c'est 100%. Donc, mais pour autant, la logique, alors c'est déjà arrivé, hein, la TVA sur le jardinage est passée d'une TVA dite aidée, c'est-à-dire 7% à 20% au 1er juillet 2013. On a eu 0 impact sur la demande, 0 impact sur la transformation. Tous nos clients sont restés. Ce que je veux dire, c'est que vous avez effectivement des activités qui sont plus ou moins dépendantes de ces aides. Donc, nous, on n'a pas eu d'impact sur l'augmentation de TVA. Pourtant, prendre 13 points de TVA, c'est pas neutre hein, sur la facture. Donc, 1er juillet 2013, la TVA passe de 7 à 20. On n'a pas été impacté. Alors, je ne vous dirais pas qu'on aurait 0 impact si, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le métier jardinage, vous avez 2 typologies de clientèle. Il y a ceux qui ne veulent pas faire, et là, effectivement, je rejoins, c'est une dimension confort. J'ai les moyens, j'ai pas envie de m'en occuper. L'autre moitié de la clientèle, c'est je ne peux plus faire. Et là, on est carrément sur une personne âgée qui est en perte d'autonomie, qui veut rester chez elle, qui a toujours aimé entretenir son jardin, mais qui n'est plus en capacité à le faire. Et on est vraiment moitié-moitié aujourd'hui, hein, chez O2 en national, moitié-moitié. Donc ça, c'est pour répondre aussi à votre question là-dessus. Donc, quid du business model? Aujourd'hui, on est quand même moins cher que des paysagistes, pour plein de raisons, hein, mais parce que les paysagistes ils ont peut-être plus d'investissements, de contraintes et de choses comme ça. Mais en tout cas, on reste significativement moins cher que les paysagistes. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour nous, le premier concurrent, c'est le travail au noir. C'est l'annonce du Bon Coin qui vous dit « Je vous fais votre jardin, accepte CESU et autres ». Voilà. Moi, mon premier concurrent, c'est ça. C'est pas le reste, en fait. Mon premier concurrent, c'est quelqu'un qui fait ça au noir et qui prend des risques personnels, parce que le jardinage, c'est comme une activité à risque. Il fait prendre des risques à son client, parce que s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Quid de la responsabilité de l'employeur, etc., etc., etc. Voilà. Moi, je pense que c'est cette question-là qu'il faut se poser avant toute chose, qui est importante. Parce que... nous, dans l'idée aussi, on travaille contre le travail noir pour toutes ces raisons, parce qu'on pense que c'est pas raisonnable pour des salariés de ne pas être protégés, de ne pas être sécurisés, et on pense que c'est pas raisonnable parce que c'est une forme de non-participation citoyenne. Alors je parle de grands sujets, mais c'est juste pas acceptable, quoi. Qu'il y ait d'un côté des employeurs qui fassent l'effort de faire les choses conformément à la réglementation, qui payent des charges, et c'est normal de contribuer au collectif, mais c'est pas normal que par ailleurs, il y ait du travail au noir qui continue, et en particulier dans ce genre d'activité. J'avais une autre question concernant votre projet au niveau du bricolage, et notamment par rapport au niveau des artisans, parce qu'on voit effectivement les artisans qui sont montés au créneau, la chambre artisanale concernant les auto-entrepreneurs, en disant voilà, qui piquaient du travail aux artisans. Donc, quid justement un peu de votre positionnement par rapport à ça? Alors, pour le coup, là, c'est pas du service à la personne, donc il n'y a pas les histoires d'exonération d'impôts, etc. Hein. On est hors cadre. Nous, on pense qu'on veut le faire avec les artisans. Parce qu'aujourd'hui, un artisan, un chantier, je vous donne un exemple simple, concret. Changer un robinet pour un plombier, ça ne l'intéresse pas, ce chantier-là. Parce qu'il a un niveau de charge, il a un investissement, il a des contraintes, etc., etc. Et moi, je suis personnellement convaincu qu'on peut le faire avec eux, en bonne intelligence. Parce que moi, demain, il y a un prospect qui va me demander de changer son installation de chauffage. Je ne sais pas faire, ce n'est pas mon métier. Donc je pense qu'on peut le faire intelligemment avec les artisans et pas contre eux. J'en suis absolument persuadé. Dans les sites où on a démarré, c'est exactement ça ce qui se passe. Le chantier dont il ne veut pas, je le fais. Et les chantiers que je ne sais pas faire, je lui donne. Donc on est complémentaires aux artisans, parce qu'on n'a pas vocation à les remplacer. Je ne me considérerai pas comme artisan,
je suis un bon généraliste, je ne suis pas un bon spécialiste d'un métier. Voilà, donc c'est pour ça que si on arrive à faire comprendre ça aux artisans, ils sont professionnels, ils sont compétents, ils savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et inversement, nous, on est très flexible, on peut aller à un endroit, faire un petit chantier. C'est pour ça que j'ai même tendance à appeler ça petit bricolage, mais je trouve ça un peu péjoratif. Mais c'est de ça dont on parle. Hein. Trouver quelqu'un pour vous monter une étagère aujourd'hui, il n'y a personne, je veux dire. On n'a pas vocation à se substituer à des artisans, pas du tout. Voilà. Je pense qu'on est très complémentaires des artisans et qu'on ne les dérangera pas et qu'au contraire, on peut leur rendre service.